Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir à 19h30 en direct. Je suis très heureux de vous retrouver 23h30 ou à revoir tout simplement sur notre site lcp.fr. Raqqa est tombé, vous avez probablement vu ces images après une ultime bataille. Est-ce que c'est la fin de Daesh? On va tenter évidemment de répondre à cette question. On va en parler, bataille terrible, bataille aérienne avec des bombes qui ont plus ou moins rasé cette ville et puis une bataille au sol menée par des forces démocratiques syriennes mais aussi des peshmerga kurdes. On va s'intéresser ce soir évidemment à cette carte et à cette bataille qui s'est déjà engagée avec les Kurdes et notamment les Irakiens avec la ville de Kirkouk. Et puis on s'intéressera aussi à ces djihadistes, 3200 morts, dont 1000 civils. Et puis certains, vous l'avez peut-être vu, sont partis en bus, ont été exfiltrés. Que vont-ils devenir? Les services de renseignement sont sur les dents et vont essayer de savoir bien où ils sont parce que parmi ces djihadistes, il y a des Français, des djihadistes français avec cette crainte évidemment du retour de ces djihadistes ici en France. Et il y a aussi des mineurs, des enfants soldats comme on les appelle, et c'est un vrai débat terroriste, antiterroriste, politique et juridique aussi, et on va en parler avec mes invités. LCP.fr bien sûr, le JDD qui est notre partenaire. Merci aux internautes évidemment de cliquer chaque jour à la question qui leur est posée. Delphino, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes député de La République En Marche de Paris, membre de la commission des affaires étrangères, spécialiste de ces questions, notamment du Moyen-Orient. Vous avez créé les lettres persanes et vous avez travaillé pour un think tank américain. Merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous venez débattre dans le débat de Ça vous regarde. Face à vous, Gérard Longuet, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Vous avez été réélu sénateur Les Républicains de la Meuse. Vous êtes souvent venu sur notre plateau. Oui, vous m'invitez. Et avec grand plaisir, nous vous accueillons. Vous êtes ancien ministre de la Défense. Vous avez été ministre de 2011 à 2012. Oui, un petit peu avant aussi. Et un petit peu avant, juste avant... une certaine longévité politique. C'est ça, juste avant la création. Exactement le contraire de mon interlocutrice. Voilà, exactement. Merci d'être avec nous. En tout cas, Myriam Benrad, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes venu très souvent, vous aussi, sur ce plateau débattre avec nous. Professeur en sciences politiques à l'université de Leiden. Je ne sais pas si on le dit, Leiden. C'est aux Pays-Bas, spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient. Auteur de ce livre, L'État islamique pris au mot. Il est sorti chez Armand Collin en mai 2017. Avec nous Gérard Chalian, bonsoir. On est très heureux de vous accueillir, géopoliticien, spécialiste de l'étude des guerres et des conflits armés internationaux, très impliqué sur cette question des Kurdes et peut-être même d'un État kurde. On en parlera avec vous dans quelques instants. La question kurde à l'heure de Daesh, c'est un livre qui est sorti au Seuil et qui est au cœur du sujet. Et puis le dernier, Pourquoi perd-on la guerre? Il est sorti chez Odile Jacob en août 2017 et vous me disiez qu'il avait reçu le prix de l'Académie française. Voilà pour être complet. Regardez ce sujet très complet réalisé par Ahmed Tazir sur cette bataille de Raqqa. Raqqa, d'où sont partis un certain nombre d'attentats qui ont frappé la France. Regardez ce sujet, à la fois une ville détruite par des bombardements intenses et puis des combats aussi au sol terribles menés par les peshmerga kurdes et les forces syriennes libres. Regardez ce sujet réalisé par Ahmed Tazir. Une danse comme un exutoire. Ces soldats des forces démocratiques de Syrie, une alliance de Kurdes et d'Arabes soutenue par Washington, célèbrent la libération de Raqqa. Ils dansent sur la place El Naïm. Le lieu est symbolique. C'est là que l'organisation État islamique mettait en scène ses décapitations et autres atrocités. Cette place était le lieu où Daesh coupait les têtes des innocents accusés de ne pas servir l'État islamique. Il l'appelait le rond-point de l'enfer. Nous sommes sur ce rond-point aujourd'hui et hier nous en avons pris le contrôle. Nous nous félicitons de cette victoire. Bientôt, nous allons diffuser la nouvelle de la libération de Raqqa à notre peuple. La joie revient dans toute la ville. Le rond-point d'El Naïm est libéré. Nous sommes arrivés ici, comme vous le voyez, notre joie est visible, notre drapeau est visible, la couleur noire a disparu et le rond-point est devenu jaune. La capitale de facto du califat n'est plus qu'un champ de ruines. Libérée, la ville n'en reste pas au risque. Daesh truffe d'explosifs, de mines tous ces bastions perdus. La chute de Raqqa. Pour en arriver là, il aura fallu 4 mois de combat acharnés. 3000 morts, dont 1 millier de civils. Et une ville entièrement dévastée. À l'assaut du stade et de l'hôpital, les dernières places fortes de l'organisation État islamique, les combattants kurdes et arabes ont tiré leur dernier coup de feu.
Devant une défaite devenue imminente, certains djihadistes ont négocié leur départ en bus vers une autre zone tenue par l'organisation terroriste. D'autres ont préféré déposer les armes. Après Mossoul, en juillet, les djihadistes perdent la ville qu'ils avaient érigée en capitale. Raqqa, c'est aussi le centre névralgique de nombreux attentats commis en Europe. Raqqa, symbole des atrocités de Daesh. Ces photos nous montrent des prisonniers du groupe État islamique. Leur sort, pour la plupart, l'exécution sommaire dans un stade ou une place publique. Des Syriens épuisés par 4 ans d'horreur et d'occupation. Une population pour qui la guerre n'est peut-être pas encore terminée. Ce drapeau jaune qui flotte chaque jour à Raqqa, c'est le drapeau des Kurdes syriens. Ce sont eux qui ont été aux avant-postes de la bataille, au prix de nombreuses victimes. Une question se pose aujourd'hui. Qui va désormais gérer la ville ? Un conseil civil a été mis en place pour administrer l'urgence, sécuriser et déminer. Problème, Raqqa n'est pas une ville kurde, mais essentiellement arabe et sunnite. À qui appartient la ville désormais ? Aux Kurdes parce qu'ils l'ont libérée, au régime de Bachar el-Assad qui entend reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire syrien. Les Kurdes vont-ils échanger Raqqa contre un autre territoire en Syrie ? Raqqa débarrassé de Daesh, les risques d'une nouvelle guerre où s'affronteraient d'autres acteurs n'ont pas disparu. Aujourd'hui, un silence de mort règne dans la ville. Les bâtiments sont réduits en un amas indescriptible de béton, d'échiquetés, de tuyaux et de câbles électriques. Ici, dans le stade municipal abandonné, sous les gradins, les djihadistes avaient transformé l'espace en prison. Dans les petites cellules de fortune, des civils accusés de contrevenir aux lois ultra-conservatrices de Daesh étaient détenus pendant des jours entiers. Aujourd'hui, les bulldozers sont à l'œuvre dans le stade, comme un symbole qu'il s'agissait à tout prix d'effacer. Voilà, pour ce sujet très riche, très complet d'Ahmed Tazir. Delphine O, pour ceux qui nous regardent et qui ont vu ces images avec ces chars qui ont repris le contrôle de la ville, qui a libéré Raqqa ? Parce qu'on voit des forces syriennes kurdes, on voit des peshmergas, on voit des bombardements américains de la coalition. Qui a réellement libéré Raqqa ? Alors je crois que ce sont ce qu'on appelle les FDS, les Forces démocratiques syriennes, mais c'est vrai que quand on parle des Forces démocratiques syriennes, la majeure partie, le gros contingent de ces Forces démocratiques syriennes, ce sont les unités kurdes, effectivement, qu'on a vu très bien dans le reportage. Mais derrière, il y a aussi cette coalition internationale qui vient en appui avec les frappes aériennes, dont fait partie la France. Et Washington, et c'est Washington qui a le contrôle de cette coalition. Effectivement. Vous êtes d'accord avec ça, Myriam Benrad ? Parce qu'il y a un vrai débat. Pour ceux qui regardent ces images, ont envie de décrypter. On a compris que ce drapeau jaune allait flotter à Raqqa. Donc ça veut dire que ces forces syriennes kurdes, c'est la question posée à Ahmed Tazir, vont reprendre et avoir cette ville. Est-ce que ça va s'écrire comme ça ? C'est toute la question. D'ailleurs, elle est bien abordée dans le reportage. Quel après ? Donc là, les Kurdes sont en position de force. En termes de composition de ces forces démocratiques syriennes, vous l'avez dit, la dominante est kurde. On a des forces, une présence arabe, notamment arabe tribale, parce qu'en fait, c'est une région tribale, Raqqa. Donc maintenant, aujourd'hui, la question, c'est effectivement quel scénario ? Est-ce que les Kurdes gardent le primat sur Raqqa ? Est-ce qu'au contraire, les Kurdes, comme on est effectivement dans un territoire arabe, bon, c'est vrai que de nombreux civils sont partis, mais est-ce que ces mêmes forces kurdes ont essayé plutôt de négocier des alliances avec notamment les notables, les chefs de tribu ? Donc, bon, je dirais le tissu social antérieur, bien que ce dernier a été évidemment largement détruit par l'État islamique et par la campagne, la campagne militaire, donc qui, entre guillemets, prend fin. Autre scénario, c'est effectivement le régime, la question du régime et quelle est la stratégie du régime pour Raqqa. Je pense qu'il est un peu tôt, malheureusement, pour vraiment faire des pronostics. Gérard Longuet, comment vous regardez ces images fortes, symboliques d'une ville après 3 mois de combat ? Il y a eu d'abord Mossoul, et puis il y a eu cette bataille de Raqqa qui, comme ça, marque la fin de quelque chose, peut-être pas la fin de Daesh, mais en tout cas la fin d'un symbole de ce califat implanté territorialement. Vous avez tout à fait raison, c'est la fin du symbole d'un califat implanté territorialement et d'un terrorisme international qui revendiquait un espace défini comme étant le lieu à partir duquel
tout allait changer. Et ce qui explique évidemment la venue très nombreuse, enfin toutes choses étant égales par ailleurs, d'islamistes venus d'Europe, d'autres pays d'Afrique, du Maghreb et surtout de Russie, enfin des zones musulmanes de l'ancien système soviétique au sens large. Donc c'est une passe qui se tourne historiquement, en tout cas, ou symboliquement. Ce que je voudrais dire aussi techniquement, c'est que je crois que l'aviation alliée, française aussi d'ailleurs, mais américaine, et l'artillerie américaine, manifestement, joue un rôle important. Parce on le voit dans les destructions, c'est pas des destructions à la Kalachnikov, ça c'est de la destruction. Oui, je précisais que ça venait des airs, en tout cas du lourd. Des milliers de frappes aériennes sur les 5 mois de combat. C'est d'où ma question, qui a libéré la ville. Et très honnêtement, j'ai un souvenir, les images sont peut-être encore plus cruelles de destruction que le siège d'Alep. Qui n'était pas une partie de plaisir manifestement et qui a été d'une très grande violence. Donc la guerre c'est sérieux. Enfin voilà, c'est bien qu'il y ait des images pour que les gens réfléchissent un peu. Oui, enfin et là on voit tout de même, c'est vrai que la ville est défigurée et détruite en partie, on le voit sur ces images. Totalement défigurée, détruite dans certains quartiers effectivement. Et ça pose évidemment la question, enfin on peut parler de politique, d'arrangement, de transition, mais enfin dans un habitat qui est complètement ravagé, et c'est la même question qu'on a il n'y a plus d'habitat, c'est la même question qu'on retrouve sur le terrain irakien, si on veut faire la comparaison. Quel futur pour les populations? Comment reconstruire une gouvernance quand on a de toute façon des terrains vagues? Parce que c'est ce qu'on a, des champs de ruines. Il va falloir raser d'évidence une partie de ces ruines et reconstruire à la place de ces ruines. Vous dites quoi, Gérard Chaliand, ce soir sur les images qu'on nous envoie, qui nous proviennent, avec à la fois une satisfaction, parce qu'on voit même ce commandant des forces syriennes souriant. Absolument. Regardons cette carte, parce que vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez cette carte, et qui pour vous est un symbole très très fort sur le de la notion de l'idée, c'est un territoire. Alors, on la voit, cette carte, qui est un désert, on va la voir tout de suite. Voilà, vous pouvez la commenter. Voilà. Bon. Dites-nous. Alors, cette carte est extrêmement intéressante parce qu'elle vous dit une chose, c'est que les 2/3 de la Syrie sont désertiques. Et il se trouve que l'Euphrate, le fameux fleuve sur lequel se trouve Raqqa et Deir ez-Zor, se trouve au milieu de ce désert. Sans l'Euphrate, ce sera un désert complet. C'est ça qu'ils ont occupé, et leur territorialisation n'a jamais véritablement dépassé 1 million ou 1,5 million de gens sur les 23 millions. C'est ce qui les a fait chuter, cette fameuse territorialisation, l'idée de s'implanter, de créer finalement un vrai califat physique. C'est une erreur stratégique. Quand on est un mouvement irrégulier, c'est-à-dire un mouvement de guérilla, territorialisé, ça veut dire je m'établis là, viens me trouver, je suis là, bombarde-moi, déloge-moi. Non, on ne fait pas ça. Alors il a eu le sentiment, non monsieur, on ne fait pas ça. Stratégiquement. Et l'Indochine prouve le contraire. Non, jamais au Vietnam, ils ont prétendu régner pendant la journée, ils régnaient la nuit. Oui, ils régnaient. C'est pas pareil, la nuit. Bon, quand on est, je veux dire quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? En 2014, ils ont eu un coup de chance extraordinaire. Ils sont rentrés à partir de la Syrie sur Mossoul. Mossoul s'est effondré. Très vite. Et ils en ont profité pour exercer leur style. Qu'est-ce que c'était leur style? C'était un style à la mongole. C'est-à-dire, je suis pas très nombreux, mais je vais vous terroriser. C'est-à-dire que contrairement à tout ce qui a existé au XXe siècle, je veux véritablement qu'on sache à quel point nous sommes cruels. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand j'arrive, tu dois avoir peur. Le monde entier l'a su d'ailleurs. Bon, le monde entier l'a su. Exactement. Bon, ils ont joué cette carte. Bon, ça c'est une carte, si vous voulez, de gens pas très nombreux. Et ils ont réussi ce défi, effectivement. D'excellents combattants, ça c'est indiscutable. Ils l'ont prouvé à Mossoul, ils l'ont prouvé à Raqqa. C'est vraiment des combattants. Qui venaient des forces irakiennes, pour se resituer, des sunnites irakiens, c'est eux qui ont structuré la structure combattante ou pas? Disons que originellement. Mais pas seulement. Les Irakiens, ils ont été réentraînés, ils ont quelques brigades remarquables, mais en fin de compte, en 2014, ils étaient dans un état de délabrement considérable. Non, mais les Irakiens sunnites de l'armée... Non, je parlais des Irakiens sunnites de l'État islamique. Est-ce que c'est eux qui ont structuré les Tchétchènes, qui étaient des valeureux soldats? Les Tchétchènes ont été très importants. Juste un petit mot pour les Français qui nous regardent, et ils sont forcément évidemment français ou pas d'ailleurs, ces bus, excusez-moi, parce que la ville est rasée, on l'a bien compris, les soldats sont entrés dans la ville avait déjà été bombardée copieusement, et on a vu cette image furtive qui fait dire ce soir au service de renseignement, mais où sont passés ces 450 djihadistes qui sont montés dans ces bus blancs?
Delphine O, est-ce que vous avez, vous, des inquiétudes, des questions? Est-ce que vous vous dites ce soir, dans cette négociation qui a dû se faire entre les responsables de l'État islamique et les soldats kurdes, est-ce que parmi ces hommes, il y a des Français? Est-ce que vous avez des informations, des djihadistes français qui se sont exfiltrés? Alors malheureusement, j'ai pas plus d'informations à vous apporter de la part des renseignements français, mais effectivement, on peut vraiment s'interroger sur cette exfiltration, cette opération bus. Je pense que la majorité des djihadistes sont quand même ont péri dans le combat. On en a parlé un petit peu ces derniers jours. D'ailleurs, c'est en fait aussi une des raisons pour lesquelles ils sont venus, notamment les djihadistes français ou autres étrangers occidentaux. Ils sont venus pour mourir pour leur cause. Donc, on est un petit peu dans la normalité des choses. Mais on peut s'interroger vraiment sur cette opération de bus. Par qui elle a été organisée? Elle est inquiétante, oui, qui l'a négociée? Où vont-ils aussi? Et on ne sait pas trop, on parle de Dérésor, mais enfin il semblerait que ça ne soit pas... C'est enfin, moi, mon interprétation, c'est que si vous voulez... Le rapport... Ça vous semble quoi? Ça vous choque ou vous dites non, c'est un peu classique? Non, c'est pas choquant, parce qu'en fait c'est classique au Moyen-Orient, c'est pas d'ailleurs, évidemment. Le rapport de force était inversé, les Kurdes savaient qu'ils gagnaient, l'État islamique savait qu'ils avaient perdu la partie. Pour réduire le nombre de pertes, à mon avis, dans leur rang, les Kurdes ont négocié cette reddition et cette évacuation. Reconnaissez que ça peut choquer parce qu'on parle de retour là, de djihadistes. Les sentinelles, les soldats se préparent à voir revenir des hommes. Mais ça choque parce qu'on veut voir, si vous voulez, cette situation aussi avec nos yeux occidentaux, alors qu'au Moyen-Orient, ça a toujours été ainsi. Ça remonte à la guerre, à mon avis. Tradition. Guerre traditionnelle. C'est pas, on l'a vu aussi avec l'affaire du Hezbollah, le bus... Gérard Longuet, est-ce que nos soldats français sur le terrain ont aussi travaillé à faire en sorte que ces djihadistes français ne reviennent pas? Ça a été un débat. On a eu un soldat qui est mort d'ailleurs tout récemment à la frontière irako-syrienne du 17e RGP, je crois. Il ne faut pas exclure en effet que certains combattants djihadistes des cibles d'origine française étaient ciblés. Il y a des services, des forces spéciales sur place. C'est pas simplement pour préparer des mémoires historiques et des conférences ou des formations périlleux. Ou des formations. Ou des formations. Non. Donc nos hommes, sans en avoir la certitude, sont aussi engagés sur le terrain. Presque inévitablement, mais j'en ai pas d'informations et si j'en avais, je les garderais pour moi. Bien sûr, bien sûr. Vous en pensez quoi, vous, Gérard Chalian? Il y a à la fois ce bus, cette négociation qui s'est faite, on en saura peut-être plus, les services de renseignement, et puis ces djihadistes, parce que la France, évidemment, se prépare à les voir revenir. Est-ce qu'on a anticipé? Est-ce qu'il y a des opérations dites homo, préventives, en amont, sur ces hommes, sur ces cibles? Bon, ils ne sont pas d'abord sortis de Syrie. Deuxièmement, il y a toujours des exfiltrés. Puis troisièmement, on en a tué le plus possible. Et il en reste quelques-uns. Bon, ça va, je veux dire, c'est pas une catastrophe. Il ne faut pas comme ça vendre de la panique en disant qu'est-ce qu'on va faire quand ils vont revenir. Je veux dire, c'est pas les Mongols. Ils vont être quelques dizaines. Bon, on a grosso modo les fichiers, on sait qui est qui. Voilà. Je crois que souvent les djihadistes... C'est sous contrôle. Enfin, Gérard Chalian, on dit attention, n'allons pas créer une panique, ils ne sont pas beaucoup et on va les repérer. Oui, je crois que c'est très important. Gérard Chalian, il ne faut pas fantasmer sur l'idée d'un retour. Non, parce que c'est ce qu'on lit. Massif, en tout cas. Delphine O. On n'a pas aucun d'entre nous ici a des renseignements extrêmement précis sur le chiffre et sur la composition pour savoir s'il y a des Français. Mais ce qui est vrai, c'est que historiquement, les djihadistes français ou étrangers sont souvent les plus fanatisés, les plus forcenés, on va dire, et sont souvent les derniers à rester dans les derniers carrés de combat de la ville, et donc les plus susceptibles de tomber dans le combat. Vous êtes une élue de la majorité, il y a quand même cette question qui s'était déjà posée sur le retour des enfants mineurs, voire même des enfants qui étaient nés à Raqqa. Il a fallu les intégrer dans des cellules, dans des centres sociaux pour les enfants. Est-ce que cette question-là, vous vous la posez? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir même juridiquement, sur le plan juridique, à l'arrivée de ce petit groupe de djihadistes, mineurs ou pas d'ailleurs? Bien sûr, il faut se la poser. Je vais reprendre le chiffre qui avait été donné par Gérard Collomb il n'y a pas très longtemps. Alors il a peut-être changé depuis. 271 Français concernés par le djihad en Syrie et en Irak sont revenus sur le territoire et 54 mineurs. Et sur le nombre de djihadistes français estimés qui sont encore en Syrie et en Irak, c'est environ, je crois, 750 plus une cinquantaine de mineurs. Donc il faut absolument se la poser. Mais là, il faut bien quand même faire une distinction entre les adultes qui ont fait le choix libre de partir et les pour mineurs. Le djihad. Ouais. Et les mineurs qui sont peut-être nés là-bas ou qui ont été emmenés par leurs parents et qui sont quand même sous un statut de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant. Alors parlons d'un homme qu'on a vu subrepticement dans le sujet d'Ahmed Tazir, puisque on va parler évidemment des Kurdes, ça va sans dire, et de cette question des territoires, puisqu'il revendique évidemment ce soir des villes, des territoires. C'est Bachar el-Assad. C'était un sujet de débat sur ce plateau pendant des années, conspué par François Hollande, impossible de négocier avec Bachar el-Assad. Qu'est-ce que vous dites ce soir, vous, Gérard Longuet? Puisque c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il n'a jamais été autant remis sur le devant de la scène internationale,
presque incontournable, Bachar el-Assad. Est-ce que vous êtes sur la même stratégie que tient la France? Pas de négociation, pas possible de parler à cet homme. Oui, enfin, le président Macron a une attitude différente de celle du président Hollande. Justement, je veux entendre Gérard Longuet. La position est différente et elle me paraît plus réaliste que celle Donc vous de collez à la François position Hollande d'Emmanuel Macron, c'était ça ma question. Je voudrais simplement rappeler que sans les Russes, c'est pour ça que l'émirat islamique a fait le pari de la territorialisation, mais ce pari, il pouvait le gagner. Il pouvait le gagner et terminer à Damas. Il se trouve qu'il n'a pas terminé à Damas parce que l'aviation russe a sauvé les brigades de Bachar el-Assad au moment où elles étaient en situation de faiblesse. Alors maintenant, lui reste parce que de toute façon, vous connaissez mieux la situation que moi, mais il y a un équilibre de la terreur et les minorités craignent les majorités. Et les minorités sont prêtes à tout pour ne pas subir la loi de la majorité. Delphine O, sur cette position, pour que les Français l'entendent précisément, elle a donc évolué. Bachar reste parce qu'il est le fédérateur des minorités. C'est un peu compliqué entre François Hollande et Emmanuel Macron par presse interposée. Et sur ce sujet-là aussi, d'ailleurs, Emmanuel Macron a choisi de ne pas tenir le même discours qu'a tenu François Hollande. Et c'était tout à fait assumé, ça l'était déjà pendant la campagne présidentielle, avant qu'il devienne président, et il a tenu la même ligne depuis qu'il est devenu président. Il se trouve que moi-même, je faisais partie d'un groupe d'experts qui conseillait le président, enfin le candidat à l'époque, devenu président sur les questions internationales, et c'était déjà quelque chose... Qu'est-ce que vous lui disiez? Vous disiez on ne peut pas tenir... C'est pas moi qui le conseillais directement, mais je pense que c'était plus ou moins reconnu ça commençait à être reconnu même par une majorité des diplomates français, que cette ligne qu'on avait tenue depuis 6 ans de dire pas de négociation, le départ de Bachar el-Assad, c'est le prérequis absolu pour toute négociation, elle ne tenait pas, puisqu'il était là, il a été plutôt fin stratège sur les équilibres politiques et il a réussi à survivre. Donc la position du président Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de dire que on ne fait plus de ce départ de la déchéance, de cette destitution un préalable à la négociation, mais ça ne veut pas non plus dire que Bachar el-Assad est revenu en odeur de sainteté. Le président a été très clair. Il ne serait pas adapté, en effet. C'est un criminel de guerre, il devra être jugé, il pourra être jugé, mais aujourd'hui, la priorité, c'est la stabilisation, c'est la fin de cette guerre qui a fait 470 000 morts. Et pour cela, il faut effectivement négocier avec le gouvernement syrien, qui est une des composantes de ce conflit. Gérard Chaliand, on parlait du territoire, il est en train de recomposer son territoire. Oui, il faut d'abord dire que la diplomatie est faite pour discuter avec les adversaires, que c'est absurde de dire je ne veux pas parler à Joseph Staline ou à machin. Bon. Deuxièmement, le vainqueur régional, c'est l'Iran. Justement, j'allais... C'est l'Iran, c'est-à-dire qu'il faut... C'est pas seulement les Russes. Les Russes, ils ont bombardé de façon, comment dirais-je, conséquente. Mais s'il n'y a pas l'occupation au sol, il ne se passe rien. L'occupation au sol, elle a été aidée par les Iraniens. C'est eux qui ont formé les brigades miliciennes. C'est eux qui ont amené des gens du Hezbollah. C'est eux qui ont amené des gens de l'Afghanistan, du Pakistan, d'Iran, etc., etc. C'est grâce à leur stratégie de long terme qu'ils ont gagné. Ils visent quoi, les Iraniens, avec cette stratégie? C'est quoi leur objectif? C'est territorial? C'est une conquête, un symbole religieux, politique? Disons qu'il y a un match entre les sunnites et les chiites, il y a un match entre l'Arabie saoudite et puis les Iraniens, et les Iraniens se débrouillent bien parce qu'ils ont un clergé organisé comme un parti marxiste-léniniste, alors que les sunnites se disputent entre eux. Moi, je suis wahhabiste et lui, il est frère musulman, etc. Donc, etc. Vous voyez le nombre de mouvements qui se disputent du côté des djihadistes, c'est incroyable, je veux dire. Au bout de 6 ans, ils n'arrivent pas à trouver une stratégie commune. Bon, maintenant, le plus heureux de ces mouvements aujourd'hui, c'est Al-Qaïda. Enfin, le Daesh qui leur a volé 15 ans de travail s'effondre. Bon, ben, maintenant, ils reprennent du... Et eux qui n'avaient pas de stratégie de territorialité, d'ailleurs, pour être précis. Mais il reviendra sur cette question à la fois de Bachar, puisqu'on a parlé des Iraniens, mais d'abord Bachar el-Assad, parce qu'il y a évidemment la question des gaz, d'un éventuel jugement dans un tribunal international, ça a souvent été évoqué, et puis son retour sur la scène internationale avec un territoire quasiment structuré, unifié, recomposé. Je pense qu'on a eu une approche normative de la Syrie. Bon, voilà, on a émis des jugements sur une réalité que, par ailleurs, la France ne maîtrisait pas. Parce que, si vous voulez...
y compris d'ailleurs en Irak, notre intervention elle est limitée, compte tenu du poids écrasant des États-Unis. Et du côté syrien, les Russes ont pris la main. Et ils vont garder la main. On est tout petit entre les Russes et les Américains, quoi. Oui, alors si vous voulez, donc du coup, il y avait ce décalage. J'entends bien, on est dans la coalition. Il y avait ce décalage entre les prises de position, encore une fois, normatives. Sans doute, d'ailleurs, quand je parle de normatif, sans doute. Normatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'émettre des jugements sur le principe. Sur le principe, mais encore une fois aussi conformément à nos engagements, conformément à la norme internationale. C'est pas choquant, si vous voulez, pour les Nations Unies ou pour une diplomatie de rappeler certaines normes. Mais ce qui ne correspondait pas, à mon avis, assez tôt dans la description du conflit, c'était les rapports de force et ce qui se passait réellement. Parce qu'il y avait quand même un décalage entre ce qu'on entendait et ce que, par exemple, certains Syriens allaient rapporter. Là, je ne mets pas de jugement sur une partie ou sur l'autre, mais je pense que c'est une guerre civile complexe qu'on n'a pas voulu regarder comme telle. Comme toute guerre civile. Vous nous dites, on a souvent un peu chargé Bachar el-Assad. Il était certain. Et parfois, ça venait aussi... Non, c'est pas une question de charger pour émettre un jugement moral. Je crois qu'on a fait... Si vous voulez, on a voulu voir dans la Syrie ce que la Syrie n'est pas. Bachar el-Assad avait annoncé dès le départ que sa stratégie, de toute façon, était une stratégie, en gros, de reprise, de reconquête totale, y compris par ce qu'on a vu par la suite, des bombardements massifs, par tout ce qui s'est produit. Donc, il y a la réalité au Moyen-Orient qui est une réalité brutale, où les rapports de force sont ce qu'ils sont, vous le voyez avec Raqqa, et il y a effectivement la norme internationale qu'on a essayé de mettre en avant. Mais il était aussi un rempart à l'islamisme de l'État islamique. Il y avait cette question-là qui était posée. Évidemment. Donc, où est l'ennemi principal? C'est la seule question. Exactement. Quel était l'ennemi le plus dangereux, Delphine? Finalement, il y avait une forme de pragmatisme aussi dans la relation qu'on a aujourd'hui avec le regard que vous portez sur Bachar. Il était le rempart. Il a très très bien joué de ça. Et il en a joué en permanence. C'est malin puisqu'il a à la fois énormément parlé justement de cette menace terroriste de Daesh. Il est vrai que c'était une menace pour nous, d'autant plus qu'on a été frappé à de multiples reprises par certains l'accusent d'avoir même un peu fabriqué. Mais en même temps, il a su aussi, je crois, aménager Daesh sur certaines parties du territoire, faire des petits arrangements de temps à autre. Donc il a été très bon stratège là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est vrai que c'est une sorte de jeu de dupes. Avec une forme de normatif. Il a choisi Mélenchon comme adversaire. On ne peut pas reprocher à un dirigeant politique de se comporter politiquement. Pour ça, sûr. Mais ce que je veux dire, tout le temps, on mélange la morale ici. Il n'y a pas moyen de parler de politique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fait sourire, Gérard Longuet? Non, je pense les deux que peuvent Gérard se marier, a tout à fait raison. Politique. C'est souhaitable, mais c'est pas facile. Oui. Regardez cette carte pour y voir un tout petit peu plus clair. C'est intéressant de voir aussi l'état des forces pour qu'on s'intéresse maintenant aux Kurdes, de manière à essayer d'y voir clair sur cette situation et ses revendications. Alors voilà, c'est intéressant parce que il y a évidemment le FDS au nord de Raqqa, les rebelles anti-Assad qui eux sont réduits mais au nord, à l'est de l'Atakia, et puis les groupes État islamique de Daesh. Alors c'est un tout petit territoire évidemment replié vers des Resors, donc vous l'évoquiez tout à l'heure sur l'Euphrate. Enfin c'est une sorte de peau de chagrin qui s'est réduite. Vous êtes d'accord avec cette carte? Là il y a un enjeu fort. Entre les forces kurdes et le débat que Ahmed Tazir lançait, c'est à qui appartient Raqqa? Est-ce que les Kurdes en auront la possession? Kirkouk, Myriam Benrad, ça a été immédiatement repris par Bagdad. Pas question de négocier Kirkouk, par exemple. Oui, parce que c'est terrible. Les Kurdes du côté irakien sont divisés, par ailleurs. Et en réalité, c'était aussi le fruit des divisions des Kurdes, du fait que le référendum décidé par Barzani n'avait pas fait que des contents du côté kurde, favorisé un isolement dont tous les partis kurdes, notamment l'UPK, ne voulaient pas. Et en fait, c'est pas non plus une reprise aussi surprenante que cela, parce que Bagdad avait annoncé l'offensive depuis plusieurs jours. Ça a été tout de même, à mon avis, en coulisses, tout cela a été négocié. Autre chose, les Iraniens, de toute façon, avaient dit que si les Peshmerga ne se retiraient pas, ils allaient écraser. Oui, ils avaient menacé, oui. Alors, donc, je veux dire, il y a ce qu'on renvoie comme image et ce qui se passe dans les coulisses. Cette affaire de Kirkouk, elle n'est pas si... C'est comme la chute de Mossoul en 2014. En réalité, il y a quand même des choses qui se trament en coulisses qui font que c'est pas si surprenant que cela. Kirkouk, Delphine O, Gérard Chalian, il y a le pétrole. Est-ce que cet élément-là joue un rôle important ou est-ce qu'on est véritablement dans des batailles territoriales, d'enjeux politiques, ou c'est d'abord le pétrole? Kirkouk, le pétrole a été déterminant dans cette affaire. Voilà. Bon, évidemment, les Kurdes tenaient beaucoup au symbole de la ville, qui fut d'ailleurs leur ville, jusqu'à ce que Saddam Hussein les expulse. Le pari de M. Barzani n'a pas été tenu. En somme, son pari, c'était je me relégitime en faisant ce vote. Il l'a emporté.
et puis il espérait après pouvoir négocier, non pas l'indépendance, il n'en a jamais été question, puisqu'une indépendance reconnue par personne, ça n'existe pas. Donc il voulait négocier avec Bagdad en disant, bon ben, on vous rend ceci, laissez-nous cela. Bon, apparemment, avec les conseils des Iraniens, les forces de Bagdad ont décidé qu'il n'y avait rien à négocier du tout et qu'on reprenait le tout. Voilà. Pour l'instant, on en est là. On ne sait pas comment ça va continuer parce que sur Kirkouk, il y a encore des mouvements. Bon, ceci dit, pour M. Barzani, c'est un recul sévère. Et effectivement, il a été, entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que la trahison dans la zone, ça n'existe pas, mais il a été en quelque sorte trahi par une partie des talabanistes, c'est-à-dire par la veuve de Talabani et par un de ses fils, qui ont carrément dit, bon, nous, on passe du côté de Bagdad et on ne se battra pas contre les forces de Bagdad. Alors le voilà tout seul, n'ayant pas les moyens de résister contre la force de l'adversaire, bah, en fin de compte, il s'est retiré pour ne pas perdre ses unités. Voilà. Je vais vous lire cette petite phrase d'Elfine O, et je vous donne la parole tout de suite. Les Kurdes, c'est la démocratie contre la théocratie, la laïcité contre les religieux, le code civil contre la charia. Ils mènent une guerre existentielle, et c'est Patrice Franceschi qui s'est beaucoup engagé aux côtés des Kurdes, justement sur ces questions. D'ailleurs, on le voyait tout à l'heure avec Rojda Felat, qui est une des commandants femmes qui a emmené ses troupes et qui était aux avant-postes. Est-ce que la question d'un État kurde, c'est un sujet sur lequel la France envisage d'appuyer ou elle envisage... C'est déjà exprimé. La France s'est déjà exprimée. Justement, j'ai envie de vous entendre. Elle s'est exprimée en 1920. Vous voulez pas laisser répondre. Ah oui, d'accord. Elle s'est exprimée. D'accord. On va revenir à 2017. Ça y Picot, d'accord, ok, très bien. Non, mais c'est une... Et Delphino va répondre, je vous assure, Gérard Langlais. On peut comprendre que les Kurdes aient quelques griefs à l'égard de l'Europe. Parce que nous avions, à la fin de l'Empire ottoman, l'idée d'un État kurde avait été reconnue. Exact. Et nous ne l'avons jamais, les Anglais, avec leur mandat en Irak, et nous, en acceptant la réalité turque telle qu'elle s'est organisée, je suis complètement d'accord avec vous. Confirmez. Mais je suis d'accord avec vous. Mais dans l'histoire d'un peuple, vous avez des rendez-vous qui sont fondateurs, où vous avez des divisions qui sont des tragédies qui se prolongent indéfiniment. Donc, et les racines partent de là. Pardonnez-moi de vous rappeler que les chiites et les sunnites sont divisés depuis le 7e siècle, je crois, et ça continue. Donc il faut avoir un petit peu le sens de la perspective. Vous avez raison. Est-ce qu'on peut repasser en 2017 Delphine, je vous donne la parole, vous l'avez. Enfin, ils se sont fait avoir par les Occidentaux. Bon, très bien. Voilà. On est en 2017. Est-ce qu'on est au carrefour d'un nouveau rendez-vous, comme celui de 1920, ou est-ce qu'on va rester sur ces bases parce qu'aucun État occidental a envie de s'intéresser à ces Kurdes. D'ailleurs, les Turcs sont redescendus légèrement pour prendre position. Eux aussi, c'est compliqué pour les Kurdes. Je crois que la réponse à votre question, c'est ce qui est arrivé avec ce fameux référendum qui a été mis en place il y a quelques semaines. Comme vous l'avez dit, il n'y a absolument aucun État occidental, à part Israël, qui a soutenu le référendum, et aucun État arabe non plus d'ailleurs, qui a soutenu le référendum. Certainement pas la Turquie, certainement pas l'Iran, et certainement pas tous les autres pays de la région. Mais elle est jolie cette phrase de Franceschi, quand même, qui explique que c'est finalement une forme laïque. C'est la laïcité qui s'installerait dans une zone où effectivement le religieux est présent. C'est encore une projection. Voilà, je pense que c'est un peu fantasmé, je crois. Ok. Et pour revenir donc à la position... Je laisserai soin de parler parce que je ne suis pas compétent. Pour revenir à la position de la France, le président a reçu le Premier ministre irakien Al-Abadi il n'y a pas très longtemps, et il a été très clair. D'un côté, la France soutient l'intégrité territoriale de l'État irakien, et d'un autre côté, il faut quand même trouver, dans le cadre de la constitution irakienne, qui prévoit déjà une large part d'autonomie, on en parlait tout à l'heure, pour le Kurdistan irakien, absolument. Il faut que donc cette part d'autonomie soit respectée et soit complètement mise en œuvre. C'est ça. Mais on reste dans les cadres de 2005. De la constitution qui est en place. Gérard Chalian, juste, attendez, Gérard Chalian. C'est pas tout à fait, là ce que vous dites, c'est pas tout à fait correct. La constitution, elle a jamais tranché. Elle indique la formation d'une région autonome et dont les frontières n'ont jamais été déterminées. Donc c'est là que le bas blesse, parce que la constitution irakienne, c'est pas un texte qui fait consensus, c'est un texte qui a en fait été rédigé dans un contexte extrêmement difficile et dont aujourd'hui tous les acteurs se passent en réalité. On l'a vu avec la stratégie de Barzani. Où les Kurdes ont probablement fait avoir. Ça reste un cadre, mais il faut reprendre comme les circonstances de l'adoption de la Constitution et savoir que toutes les questions qui n'avaient pas été tranchées en 2005 ne le sont toujours pas aujourd'hui, ne le seront pas après ces coups de force. Gérard Chalian, vous en pensez quoi de cette question de revendication d'un territoire ou d'un État kurde qui aille au-delà
de ce qui est possible de faire aujourd'hui avec l'Irak, une sorte d'État autonome. Disons que c'est une utopie stimulante, mais que comme personne ne veut le reconnaître, particulièrement les États voisins, il n'en est concrètement aujourd'hui pas question. Voilà. Les Américains ont créé les conditions qui permettent aux Kurdes d'avoir cette zone autonome, qui est une autonomie extraordinaire parce que vous avez des forces armées. Il n'y a aucune autre autonomie au monde avec des forces armées. Bon. Et ils n'ont pas voulu trancher sur l'Irak entre 2003 et 2011, date à laquelle ils sont partis. Ils voulaient pas trancher. Bon, très bien. Ils ont laissé en quelque sorte le désordre dans lequel nous en sommes là. Ils ont fabriqué ce... Ils ont largement contribué au chaos. Qui repousse les sunnites. Ils ont largement contribué au chaos. La guerre de 2003, c'était une erreur. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand on parle des Kurdes, d'abord, il y en a deux au moins. Il y a les Kurdes d'Irak. Bon. Et puis, il y a les Kurdes de Syrie, dont parlait Franceschi. Les Kurdes de Syrie, ce sont des combattants extraordinaires. Ils sont ultra motivés. Ils sont séculiers. C'est exact, mais enfin, ils sont quand même qu'une minorité entre 2 et 3 millions sur un pays qui en fait 22 ou 23. Et leur avenir, ils vont le déterminer en essayant de faire une autonomie qui n'est absolument pas garantie. Et ils ont un adversaire au nord très sérieux qui s'appelle M. Erdogan. Et M. qui ne veut pas d'un État. On est obligé de le prendre au sérieux. Et l'Iran non plus. L'Iran non plus. Ils sont en étau, en fait. Minorité kurde. C'est ça qui est incroyable, c'est que le Kurdistan irakien a réussi à mobiliser toutes les parties dans la région, y compris par exemple l'Iran et la Turquie, qui sont plutôt pas du tout dans le même camp quand il s'agit du conflit syrien. Mais alors là, ils se sont vraiment entendus sur le fait qu'il fallait absolument pas avoir. Je voudrais vous faire entendre. Allez-y, dernière Gérard chose Chaliand. sur Bachar, c'est un dictateur, d'accord. Et M. Erdogan, c'est pas un dictateur. Pourtant, on traite avec. Je veux dire, il faut être sérieux. Quand on condamne quelqu'un, il faut dire, il n'est pas tout seul. Il y a une longue liste de dictateurs avec lesquels nous commerçons, avec lesquels nous échangeons, etc. On les reçoit, puis un jour, ça va plus. Un jour, on souhaite s'en débarrasser. Pas toujours facile. Voilà. Et on n'utilise pas le mot pour Erdogan de dictateur. Pouvoir autoritaire, et qu'un souvent, dictateur mais assez rarement dictateur. veuille se défendre, mais qu'est-ce qu'il y a de plus normal? Vous voyez ce que je veux dire? Si je veux vous agresser, moi, vous allez vous défendre, j'espère. Pas sûr. En tous les cas, en tant qu'homme politique français, la seule chose qu'on puisse retenir, c'est que ce n'est pas simple et qu'il n'y a aucune raison de penser que ça va se régler rapidement. Et donc, je crois qu'il faut avoir une attitude d'extrême attention, d'extrême écoute, de parler avec les uns et avec les autres, mais de renoncer à la prétention, avec nos moyens, d'être l'acteur qui va régler le problème. C'est simplement pas possible. Je voudrais vous faire entendre le ministre des Affaires étrangères. J'allais dire le ministre de la Défense, mais aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Il l'a été, absolument. Il était au Sénat. Un bon ministre de la Défense. Et un bon ministre. Voilà. Excellent. Absolument, et reconnu par les soldats et les hauts gradés. Écoutez-le, là il est dans le costume du ministre des Affaires étrangères, c'est au Sénat, et il revient à la fois sur cette chute de Raqqa et sur évidemment la question du retour, parce que dans quelques instants, on entendra quelqu'un qui a perdu ses 2 enfants justement à Raqqa. Écoutez le ministre et puis on écoutera ce témoignage ensuite. La bataille de Raqqa se termine. Raqqa est, pour ainsi dire, libérée. Et je dois dire que ma première pensée, c'est de l'émotion à l'égard des familles, des victimes du Bataclan, des attentats dans les rues de Paris, de Nice, d'ailleurs, parce que Raqqa, c'était le creuset du terrorisme. Daesh est maintenant très largement réduit. Il faut maintenant commencer à penser à la solution politique et qui devra permettre à la Syrie de retrouver à la fois la sérénité et son intégrité. C'est un autre chemin. La guerre est gagnée, maintenant il faut gagner la paix. Il faut gagner la paix, c'est une très jolie phrase, parce que évidemment Raqqa est tombé. C'est plus dur. C'est une phrase évidemment essentielle, et vous êtes d'accord, Delphine Haut, il reste encore beaucoup de chemin, parce que c'est la stabilisation politique. L'idéologie n'est pas morte. Exactement. C'est ça. Il reste le risque qu'il se réimplante, qu'il reconstruise, qu'il rebâtisse. Nous sommes avec Dominique Bons, qui est présidente de Syriens Bouge Agissons. Elle a perdu, je parle sous votre contrôle, madame, vous avez perdu vos enfants à Raqqa. Ils se sont enrôlés. Juste d'un mot, vous le dites dans un quotidien libé d'ailleurs, vous avez, pour apprendre la mort de vos enfants, vous l'avez appris par SMS, c'est bien ça, Madame Bons? Oui, tout à fait. Je tiens à signaler que mon fils est décédé du côté de Homs
Et son demi-frère est décédé du côté d'Alep. Par SMS, voilà. vous avez appris leur départ par un SMS sec? Non, j'ai appris leur départ, je le savais, et mon fils me l'a confirmé par téléphone une fois qu'il était en Syrie. Je parlais de leur départ, excusez-moi, j'utilisais un mot de leur mort. Vous l'avez appris par un SMS, c'est bien cela? Un SMS, exactement, tout à fait. Ce soir, le débat que vous avez entendu en partie, il vous évoque quoi? On a un ministre qui dit évidemment, on a fait tomber Raqqa, mais maintenant il faut gagner la paix. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir, vous, madame, alors que Raqqa est tombé et que une nouvelle fois, il va falloir renégocier, que les Kurdes essaient d'avoir ce territoire? Qu'est-ce que vous dites ce soir, vous? Écoutez, je dois dire que Raqqa est peut-être dans les mains du FDS, hein, mais bon, la partie n'est pas terminée. Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que, bon, effectivement, ils ont perdu du terrain sur la Syrie, mais ils vont se reconstruire par ailleurs. Vous avez un petit souci de son, on va peut-être le régler. Un dernier mot, mais vous restez avec nous, Madame Bons. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé vos enfants? Parce que le débat qu'on avait... On a un problème. On a un problème de son d'évidence, mais je vais essayer de vous poser ma question et on va régler ce problème. Là, on parlait ce soir du risque de ceux qui vont revenir, mais votre tristesse, c'est d'avoir vu vos enfants partir. Comment vous regardez ça? Comment vous l'expliquez, vous, ce soir, avec le recul? Ma tristesse est derrière, hein, puisque bon, mes enfants sont morts et ils vont pas, voilà, je vais pas les ressusciter. Mais il y a la problématique actuellement des enfants qui sont partis avec leurs parents en Syrie ou qui sont nés en zone de conflit. Et je pense que là, il va falloir quand même s'investir et essayer de sauver ces pauvres enfants. Voilà. Les familles sont prêtes à les recevoir aussi. Voilà. Merci Dominique Bons. Restez avec nous si vous le souhaitez. On va essayer de régler ce problème de Delphine O. C'est assez émouvant ce que dit cette dame parce que elle dit, il faut, la question que je vous posais d'ailleurs tout à l'heure, réfléchir et penser l'arrivée de ces personnes. Sur un plan extrêmement pratique et pragmatique, la police se prépare. Comment ça se passe? Alors, je voudrais juste... Sans créer la panique, parce que c'est important de le préciser, mais il va falloir quand même accueillir ces personnes. Pourquoi il va falloir? Pourquoi rentre-t-il en France? Vous, les combattants, je parle. Vous souhaitez à ce qu'ils ne rentrent pas? Qu'ils trouvent un foyer dans une de ces parties compliquées de l'Orient, qui les accueillera, où il y aura une proximité qu'ils ne trouvent plus en France et qu'ils n'ont pas en France. Ils sont français, ils ont une carte d'identité française, oui, ils sont français, oui. Il y a aussi des Français qui sont engagés dans l'armée allemande, vous savez. Mais vous soulevez un débat juridique, Gérard Longuet, c'est-à-dire qu'il y a un vrai débat de droit. Oui, enfin, disons que c'est plus une humeur que c'est pas une préoccupation. Je considère que les gens doivent, quand ils sont majeurs et vaccinés, doivent assumer leur choix. Quand vous faites quand vous prenez la responsabilité de tuer des gens, il faut quand même l'assumer. Et quand en plus vous tuez vos propres compatriotes, il faut l'assumer doublement encore. C'est la raison pour laquelle ma préoccupation n'est pas leur réinsertion, c'est qu'ils restent là où ils sont. Le témoignage de cette dame dit l'inverse, d'ailleurs, elle a perdu ses enfants. Mais cette dame souffre, et je comprends très bien, une mère reste une mère, des parents restent des parents, et je comprends très bien cela, mais en termes de responsabilité d'État, tout ce qui pourra être fait pour qu'ils vivent ailleurs que sur notre territoire me paraît pertinent. Voilà. Delphine, vous en pensez quoi? On n'est pas obligé de partager. Partagé par un certain nombre d'élus. Je suis d'accord dans la mesure où je pense j'ai envie de vous entendre tous les quatre, mais vous, l'élu, vous dites... Ça pose à la fois un problème juridique, mais c'est vrai que ça pose une question, ça. Bon, je suis d'accord avec Gérard Longuet dans la mesure où, effectivement, je pense que la majorité d'entre eux, de toute façon, n'aura pas forcément envie de revenir en France. Ils vont vouloir probablement s'installer quelque part entre la Syrie et l'Irak, peut-être plus migrer en Irak en fonction de l'avancée des combats militaires. Après, pour ceux qui vont souhaiter revenir en France, effectivement, mais ce ne sont pas les premiers. Il y a déjà, comme je disais tout à l'heure, 271 et des mineurs placés. Et des mineurs. Et il va falloir se saisir de cette question pour voir quel est le traitement juridique. Mais aujourd'hui, il y en a déjà qui sont rentrés. Donc, Vous en pensez quoi, Myriam Benrad et Gérard Chanian, sur cette question qui est à la fois une question politique, puis c'est aussi une question de rapport à sa patrie, à son identité, à sa nation, tout simplement? Qu'est-ce que... De toute façon, actuellement, le dispositif, c'est la judiciarisation. Ils vont être judiciarisés pour ceux qui rentrent. Maintenant, il est vrai, comme vous le disiez justement, qu'on a un panorama. On a plusieurs profils. On a ceux qui sont partis pour mourir et qui sont morts au combat
ou dans les bombardements américains, parce que, attendez, les Américains ont tué énormément d'idéologues, de chefs d'émirs et de combattants de base. Ensuite, on même avoir tué al-Baghdadi, d'ailleurs, ce qui évidemment n'était pas vrai. On a ceux qui ont été évacués. Alors, au niveau des évacuations, c'est surtout les femmes et les enfants. Par exemple, Raqqa, certaines sont parties dans les camps. Donc là, on a des témoignages qu'elles veulent revenir, qu'elles ont fait une erreur. Bon, c'est soit de la manipulation, soit c'est sincère, mais évidemment, ça pose la question du traitement, donc de la gestion, si elles reviennent effectivement sur le territoire. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup rentrent désengagés, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à la violence, mais ils ne sont pas, pour reprendre un terme que je n'aime pas trop, déradicalisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas quitté l'idéologie. Hein. Ça, on le sait. Mais elles ont dit à un moment donné, on ne veut plus combattre, ou même leur mari. Ils ont abandonné la violence, l'usage de la violence, mais ils n'ont pas abandonné l'idée, la croyance, comme le disait C'était le cas de cette femme qui a été retrouvée avec ses enfants. L'idéologie djihadiste, elle n'a pas disparu, et j'irai même plus loin, elle continue de progresser. Et c'est là qu'il faut faire attention de ne pas mécaniquement lier les revers militaires de ce groupe au Moyen-Orient de la fin de l'idéologie, de l'idée d'État islamique, de retour du califat, qui aujourd'hui est en train de prendre les traits d'une mélancolie en quelque sorte collective. Donc ils vont vouloir rétablir les choses. Et comme vous le disiez aussi, il y a déjà reconstitution, retour à la guérilla, mais reconstitution par exemple en Irak. Les territoires dits libérés en Irak, ils sont déjà plus ou moins en action. Gérard Charlier, en votre position sur cette question qui est à la fois juridique et éthique, il pose une question que soulevait d'ailleurs Madame Dominique Bons. Bon, nous sommes un État de droit, ce qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ceci dit, à titre personnel, je ne crois pas du tout à la déradicalisation. C'est comme si je vous disais Dieu n'existe pas et vous, vous y croyez. Comment vous voulez que je vous convainque? C'est absurde. C'est une discussion stupide. À la rigueur, vous pouvez vous désaffilier à la rigueur, parce que vous êtes un peu déçu. C'est inquiétant ce que dit Myriam Benadad. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéologie, c'est l'espèce de rêve califat mélancolique qui progresse. Très difficile de combattre l'idéologie. Mais oui, on ne bat pas l'idéologie, on ne combat pas l'idéologie. Non, non, vous avez vu le nombre de gens qui étaient prêts à mourir pour le marxisme-léninisme pendant le XXe siècle? Et on le voit dans les interviews avec les djihadistes emprisonnés en France. Il y a un très bon bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous vouliez peut-être parler, Soldats de Dieu, qui a été écrit par 2 chercheurs français. Et ils ont pu faire les interviews de 13 djihadistes qui sont emprisonnés aujourd'hui en France. Et c'est la première étude qu'on a en fait basée sur justement ces entretiens. Et ils disent très clairement, moi si je sors, je recommence. Je recommence. Donc ils sont désengagés, mais pas déradicalisés. Gérard Charlier. Je voudrais ajouter... Donc vigilance. Vigilance. Et je voudrais ajouter, il n'y a pas que les hommes. Les femmes sont tout aussi dangereuses et parfois encore plus, comment dirais-je, convaincues. Et quant aux enfants, il faut s'entendre par ce qu'on entend comme enfant. Oui. Dans ce qu'on appelait le tiers-monde, on est enfant jusqu'à 13 ans maximum. À partir de 13 ans, vous êtes déjà un adulte. Vous avez passé de l'autre côté. Donc quand on me dit il y a un gamin de 15 ans, mais je dis mais c'est pas un gamin. Moi j'ai plus peur d'un type de 15 ans que d'un mec de 35. On appelle ça enfant soldat, mais c'est un propre. Il va me descendre et il va aller rigoler avec ses copains. Tandis que le type de 35, il va se dire je le garde peut-être, il peut servir d'otage. Absolument, vous voyez. Donc tout ça, il faut savoir de quoi on parle. Et je voudrais dire peut-être une dernière chose. Et oui, Dominique Bons, ce qui me frappe avec le travail que j'ai conduit sur le langage, dans le livre que j'ai publié en mai, c'est la vulgarisation aussi, parce qu'il y a l'idéologie, mais il y a aussi la vulgarisation du langage et des catégories de pensée. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne sont pas classées comme djihadistes, statistiquement, enfin qui ne rentrent pas dans les cases, je dirais, du militantisme tel qu'on le conceptualise, mais qui sont complètement, en fait, déjà dans l'idéologie, qui ont adhéré à un certain nombre d'idées véhiculées par l'État islamique. C'est vous dire le succès, en fait, que ce groupe a eu. Parce qu'on peut effectivement parler... A eu ou a encore? Excusez-moi, parce que si vous dites a eu dans le sens de continuité, évidemment, continue d'avoir. Mais enfin, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a fait cette corrélation, surtout au niveau médiatique, au moment des opérations de Mossoul, sur la fin de l'État islamique, entre guillemets, matériellement au Moyen-Orient, et la fin de l'idéologie. Mais attendez, je rajoute un dernier point. La notion d'État islamique, elle était déjà présente dans les écrits des idéologues du début du XXe siècle. Donc c'est pareil, c'est pas arrivé en 2014. Ils en parlaient déjà dans les années 20 en Égypte. La reconstitution du califat. Oui, on revient effectivement à ce qu'évoquait Gérard Longuet. Juste un mot, Dominique Bons, je crois qu'on a résolu le problème. Parmi tous les points de vue que vous venez d'entendre sur ce plateau, il y a eu Gérard Longuet qui disait mais ce n'est pas possible que ces personnes puissent revenir. Profondément, je pense que ce n'est pas possible. Vous disiez, et j'aimerais que vous peut-être précisiez votre analyse, vous êtes favorable à ce retour ou en tout cas même à leur insertion, parce que vous disiez tout à l'heure il faut sauver ces enfants et ces familles.
Oui, totalement. Oui, je suis favorable à un retour, surtout au niveau des enfants. Après, les mamans, c'est la justice qui s'en occupera. Ouais. Mais je pense que bon, dans le retour des mamans et des enfants, il faut savoir faire la part des choses. On ne peut pas séparer un enfant de sa maman comme ça dès qu'on arrive dans un pays européen. Il faut laisser le temps au temps, que l'enfant s'adapte. Et là, il faut trouver des solutions, justement, peut-être pas le fait d'incarcérer immédiatement la maman et de laisser l'enfant dans un état dont il ne va rien comprendre, finalement, quoi. Il est sorti d'un pays en guerre, il revient dans un pays où il n'y a pas de guerre, donc il faut faire le relais et ne pas séparer l'enfant de la maman immédiatement. Et pour cela, moi, je préconise peut-être un centre fermé en attendant peut-être la réhabilitation de l'enfant par rapport à la famille et peut-être aussi pour que l'enfant ne soit pas également perturbé. Il y a beaucoup de parents, enfin de grands-parents, je parle là en ce moment, qui sont prêts à récupérer ces enfants en zone de conflit. Voilà. Moi, je pense qu'il faut penser d'abord aux enfants qui n'ont rien demandé, qui sont innocents dans tout cela. Voilà. Après, le sort des mamans ou des parents ça c'est le problème de la justice. Tout simplement. Merci. Présidente de Si rien ne bouge, qui est un jeu de mots tiré d'une chanson, si je ne m'abuse, Agissons. Merci d'avoir été avec nous en direct par téléphone parce qu'on avait des soucis de connexion avec la webcam. Delphine, c'est intéressant parce que on est parti de très loin, on est parti de Raqqa, on est parti de l'Euphrate et puis nous voilà revenus en France. Il y a eu des tentatives de déradicalisation, il y a eu ce centre en Indre-et-Loire qui était censé permettre une déradicalisation. Il a fermé, j'allais dire, faute de combattants, faute de djihadistes à déradicaliser. Comment on invente ce qu'évoque Dominique Bon, c'est-à-dire Gérard Chaliand, l'idée d'aider ces gamins qui ont été lavés, qui ont eu le cerveau lavé, qui ont été complètement lavés. Pour moi, le déradicalisé remarquable, c'est un type qui s'appelle Al-Warshi. Il était à Guantanamo. Il est sorti de Guantanamo après une demi-douzaine d'années. Les Saoudiens, qui en principe devraient connaître leur métier, l'ont déradicalisé. Puis après, il est allé au Yémen. Et maintenant, il est le patron de Al-Qaïda au Yémen. Voilà, il est déradicalisé. Mais vous nous dites avec finalement de l'humour, et c'est tragique, que c'est peut-être pas possible de déradicaliser. Gérard Longuet, je pense que c'est un peu différent parce que le centre de radicalisation qui a fermé, je crois, n'était pas pour les enfants. Pour non, les adultes, non, c'est pour les adultes. Mais c'était un échec. Effectivement, vous disiez, il y a des enfants soldats qui sont d'une violence extrême, etc. Mais on peut quand même partir du principe que le lavage du cerveau a été plus intense et plus facile sur le cerveau d'un enfant que le cerveau d'un adulte. Exact. Donc il faut quand même faire attention. Il y a quand même un arsenal législatif pour protéger juridiquement l'enfant en France. Des lois sur les mineurs, on va pas mettre les enfants dans des centres ou en prison directement. Donc je pense que là, pour le coup, le travail de déradicalisation, ce sera peut-être plus facile. Vous voulez bien parler français. Excusez-nous. Leur mère, les mamans, c'est pour la maternelle et pour l'intimité familiale. Vous trouvez que c'est quoi? C'est un mot trop doux pour des femmes qui sont allées à Raqqa? Non, pour tout le monde, je trouve que nous avons un français affectif J'ai pas dit maman. Non, pas vous. C'est moi. Okay. C'est moi qui dis maman. Dites mère. Ouais. Dites mère. Ouais. Et en revanche, vous embrassez votre maman de ma part. D'accord, mais je l'embrasserai évidemment. Voilà. Mais pourquoi? Vous trouvez que dans la sémantique, il y a trop de douceur? Je trouve que dans la sémantique, il y a trop de douceur. À l'égard de personnes? Non, c'est pas d'une manière générale. D'une manière c'est générale. pas lié au sujet Absolument de ces femmes pas. qui sont. Absolument Non, mais c'est pas. important. Myriam Benrad, ça vous évoque quoi? On préfère dire maman, je voudrais revenir sur l'essentiel qui n'est pas les mamans ou les mères, qui est le fait que nous sommes confrontés à un problème qui est une idéologie, une conviction, une culture, une histoire, des territoires, et tout ça... Une mythologie avec une mythologie, vous avez tout à fait raison. C'est continu depuis des siècles, et ça reprend des formes, ça se déforme. Et il ne faut pas croire qu'avec des animateurs socioculturels disposant du BAFA, on pourra déradicaliser qui que ce soit. Parce que les gens se rattachent. Vous pouvez vivre dans la même rue que votre voisin et avoir dans la tête des références complètement différentes. Et c'est un vrai problème dans la mondialisation d'aujourd'hui. Il faut le savoir. C'est
pas une tragédie, parce que l'immense majorité des gens sont des gens raisonnables. Mais il ne faut pas croire qu'on va extirper une conviction lorsqu'elle se fonde, vous l'avez évoqué, sur la religion, doublée par l'histoire et par le ressentiment culturel. Oui, et le ressentiment culturel, c'est très important. Myriam Benrad, cette question-là, évidemment, de l'humiliation ou du ressentiment? De l'humiliation. L'humiliation, c'est fondamental. Je vais me faire un peu l'avocate du diable, parce que c'est vrai que ça a été un sujet central en France. Mais alors, ce qui était quand même assez frappant... Vous qui êtes parti aux Pays-Bas. Alors voilà, je vais vous dire un peu l'opinion quand même que je me suis forgée depuis l'étranger. Bon, on avait donc quand même tout cet investissement initial dans la déradicalisation. Je suis désolée, c'est quand même le paradigme que le gouvernement précédent a choisi. Et qui ensuite, avant les dernières élections, je précise, se débarrasse complètement de ce paradigme en faisant des procès d'intention à un certain nombre de personnalités. Oui. Il fallait trouver... Sans trouver de solution, objectivement. Sans réussir à trouver la... Un certain nombre de rapports récents qui jettent l'eau du bain avec le bébé sans rien proposer. Donc je veux bien... Faites référence aux polémiques autour de Dounia Bouzar, notamment, le dire. Ça n'a rien apporté. Les gens qui font des procès de ce type n'ont rien proposé. Alors maintenant, je me place du côté européen. Il y a eu des résultats, en fait, dans certains pays européens, parce que les méthodes ne sont pas les mêmes. Le paradigme est peut-être contesté, mais par exemple, pour vous donner l'exemple de l'Arabie Saoudite. Alors on parlait de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, par exemple, c'est... Alors, d'une part, c'est particulier parce que, si vous voulez, les motifs d'adhésion entre guillemets à la pensée djihadiste ne procèdent pas des mêmes facteurs. Donc, on a un contexte européen qui est particulier, mais prenons le cas de l'Arabie Saoudite. Bon, par exemple, les Saoudiens sont ceux qui ont des centres, oui. Oui, mais ils insistent, eux, sur le dialogue, par exemple, religieux. Ils essaient de désaffilier, on ne veut pas le faire en France, ça. De déradicaliser en s'engageant dans des argumentaires religieux. Et il y a eu des résultats en Arabie Saoudite. C'est trop facile de dire qu'il n'y a pas eu de résultats. J'étais à une conférence où il y avait le responsable de ce programme en Arabie Saoudite. Il faut un imam, il faut quelqu'un qui soit une autorité religieuse qui puisse... Vraiment des gens qui parlent le même langage. Oui, mais alors le problème au niveau... Attendez, l'islam de France est très important, ça, parce que c'est aussi le problème. Qui sont les tenants de l'islam de France? En fait, c'est là le problème. On n'a jamais été capable véritablement... des salariés de pays étrangers, ce qui est un... Arabie Saoudite ou Maroc. Donc vous dites que si on voulait trouver une solution, il faudrait que les autorités religieuses... Si vous voulez, moi je dis ça, je pense juste que la France a un intérêt national à engager un dialogue constructif, au lieu de rester dans ces procès d'intention et de personnes permanentes qui n'ont rien proposé. Avant de nous quitter, c'est un point très important, mais je suis sûr qu'on fera des débats sur cette question, parce que cette question va se poser dans une république laïque. Est-ce que ce discours-là, on l'entend, et est-ce qu'on est capable, Delphine O et Gérard Longuet ensuite, de pouvoir répondre à cette question? Est-ce qu'on est capable, finalement, pour déradicaliser, d'utiliser finalement le religieux, ce qu'on n'a pas fait depuis le début en France? Je ne suis pas certaine que la loi de 1905 l'interdise. Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas qu'elle s'appliquait à ce cas. Moi, ça me paraît assez sensé, effectivement, de dire que pour parler avec ces personnes, encore une fois, qui sont très bien interviewées dans le livre Soldats de Dieu et qui s'appuient aussi sur les textes religieux. Après, on ne va pas revenir sur toutes les causes du djihadisme. Il pourrait être intéressant d'avoir des gens qui leur parlent le même langage. Et peut-être même les premiers déradicalisés qui ont réussi en France pourraient aussi venir leur parler. Vous en pensez quoi, Gérard Longuet? Je pense que l'exemple est donné par les catholiques en France. Les catholiques n'étaient en majorité pas très républicains jusqu'en 1905, et c'est l'autorité religieuse elle-même, c'est-à-dire le pape, le concile, qui a réconcilié, qui a condamné l'action française d'abord, c'est-à-dire un catholicisme nationaliste et sans doute plus radical, je dirais le radicalisme de l'époque, et qui a accepté, c'est le syllabus, la réconciliation avec la République. Et c'est donc parce qu'un catholique républicain parlait à un catholique qui ne l'était pas légitime, il est devenu. Il y avait une légitimité. Si il y avait eu un laïc qui avait dit, en effet, votre exemple est très, très juste, il avait dit à un bon curé de campagne, mon vieux, ton Dieu n'existe pas, l'autre se serait braqué et il leur donnait un coup de goupillon sur la tête. Enfin. Merci à vous quatre pour ce débat passionnant. Merci à vous, Delphine O, députée de La République En Marche de Paris. Merci à Myriam Benrad qui est venue. J'allais dire presque spécialement pour notre émission, nous sommes très honorés, des Pays-Bas, vous êtes professeur et on a vu votre livre L'État islamique pris au mot. Voilà, merci d'être venu sur le plateau et merci à Gérard Chalian, géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient. Merci, la question kurde à l'heure de Daesh. Merci à vous quatre. Demain on s'intéresse à un autre sujet qui a fait grand bruit et qui ça ne fait que commencer, l'affaire Harvey Weinstein qui a ouvert évidemment ce hashtag balance ton porc. On va parler évidemment du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles demain sur ce plateau. Bonne soirée, à demain.